Alors, bonjour à vous. Bonjour aux personnes présentes ici dans la salle à Sherbrooke et puis la quinzaine de personnes qui sont avec nous virtuellement, en tout cas par l'usage des outils de communication à distance. Est-ce que vous m'entendez bien à distance? Oui, merci Luc de me le signaler. Donc, je m'appelle Olivier Desutter, je suis responsable du collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture, en écriture. Je suis aussi membre du Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. Deux équipes qui se sont mises ensemble pour organiser cette conférence qui s'inscrit dans le cycle des conférences Midi. Conférence qui va être assurée aujourd'hui par quelqu'un que j'ai eu le privilège de rencontrer lorsque j'étais moi-même étudiant au doctorat il y a une quarantaine d'années, le professeur Yves Rotter, qui est actuellement professeur émérite à l'Université de Lille en France. Yves Rotter est une figure marquante dans le champ de la didactique du français dans le monde francophone. Il a contribué à établir des concepts, à développer des modèles de recherche, à réaliser différents travaux qui restent des travaux de référence autour de la didactique de l'écriture, entre autres, des travaux aussi sur la littératie universitaire, sur la description telle qu'elle est travaillée dans les classes de français, mais aussi dans les autres disciplines scolaires, et avant cela, des travaux de référence sur le récit et sur l'enseignement du récit à l'école, et aussi même aussi sur l'enseignement de la littérature au tout début. C'est un grand privilège de l'avoir parmi nos conférenciers et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour une présentation d'une trentaine de minutes autour de son dernier ouvrage paru. Donc l'articulation entre pédagogie au pluriel et didactique au pluriel pour comprendre et combattre l'échec scolaire. Donc un tout grand merci à Yves d'avoir accepté notre invitation. Présentation d'une trentaine de minutes et puis un temps d'échange. Donc, pour ce temps d'échange, on va vous demander, si possible, de formuler vos questions dans l'échange de clavardage. Et c'est Jean-Sébastien qui va gérer ça. Donc, à toi la parole, Yves. Merci. Bien, merci pour cette présentation, merci pour cette invitation, merci d'être là pour ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en distanciel. Alors, juste quelques mots de présentation complémentaire, hein. J'ai débuté ma carrière comme enseignant dans le secondaire et là, dans mes recherches, je continue à accompagner des écoles, notamment des écoles qui pratiquent des pédagogies un peu différentes. Et ces dernières années, en relation avec un organisme que vous connaissez peut-être et qui s'appelle ATD Quart-Monde en France, et dans le cadre d'une recherche qui a été initiée par Dominique Rotter, donc sur les phénomènes d'exclusion des enfants qui sont issus de la grande pauvreté. Et donc voilà, je travaille là-dessus depuis un certain temps. Et donc voilà. Alors, tout de suite, préciser pourquoi l'articulation entre didactique et pédagogie, sachant qu'effectivement, je la revendique et j'affiche que je suis prenant d'une ce que j'appelle une didactique ouverte. Donc, alors, c'est lié sans doute à mon histoire de chercheur, hein, et je rappelle que au début, dans une revue comme Pratique, qui a été une des revues fondatrices du champ de la didactique du français, on a travaillé beaucoup, par exemple, avec le Grand Français d'éducation nouvelle, et on a travaillé beaucoup sur la dimension pédagogique, par exemple, pédagogie du projet. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on regarde comment ça se passe pratiquement, les enseignants, dans leur pratique d'enseignement, ils ont affaire au contenu,
et donc nécessité d'un éclairage par les didactiques, et ils ont affaire aux situations, aux démarches, et donc éclairage par les pédagogies, tout ça étant lié et articulé. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un regard différent, qui est centré différemment, mais je dirais volontiers que les praticiens ont besoin de ces deux regards et les théoriciens ont besoin de n'en oublier aucun. Je rappelle aussi que les historiens des disciplines considèrent que les disciplines, ce sont des composites, donc avec bien sûr des contenus, mais aussi des situations de travail, des exercices, des démarches, etc. Tout cela étant inextricablement lié. Et puis, quand on regarde un peu précisément les travaux effectués, on s'aperçoit que les didacticiens ont aussi travaillé sur les démarches et les situations, et ceux qui ont fait l'histoire de la pédagogie ont aussi travaillé sur les contenus. Je pense par exemple à quelqu'un comme Célestin Freinet. Et puis, on a aussi mené des recherches qui montrent que les contenus sont intégrés de manière très différente selon les pédagogies pratiquées. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça aussi que j'ai avancé la notion de configuration disciplinaire, c'est-à-dire la manière dont les disciplines sont actualisées selon les filières, selon les classes, selon les époques, etc. Pour le dire vite, on n'enseigne pas le français de la même manière en 1900 et en 2020. On ne l'enseigne pas de la même manière en France et au Luxembourg. On ne l'enseigne pas de la même manière selon qu'on est dans une pédagogie classique ou qu'on est dans une pédagogie dite Freinet. Et donc, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, ce qui m'intéresse, c'est quelle configuration disciplinaire on peut mettre en place pour que l'enseignement soit le plus efficace. Voilà à peu près le cadrage de départ. Alors, ayant dit ça, premier véritable temps de cette communication, c'est quelles sont les principales dimensions de l'enseignement qui peuvent conduire au décrochage ou à l'échec. Et là, je m'appuie sur nombre de travaux de collègues, mais aussi des miens. Et à l'heure actuelle, je distingue 3 grands mécanismes qui peuvent conduire au décrochage ou à l'échec, que je vais détailler, à savoir l'opacité, l'imposition, et puis les injustices et les humiliations. Alors, l'opacité, ça veut dire que pour les élèves, vous avez nombre de spécificités des fonctionnements scolaires qui ne sont pas clairs. Je pense notamment à des enfants issus de familles de migrants ou ayant peu fréquenté l'école. Le découpage temporel, par exemple, est quelque chose d'atypique. Le statut des adultes, et il y a toujours beaucoup d'adultes au statut différent dans les établissements scolaires. La compréhension des rituels et des outils qui mènent à des malentendus. Alors, par exemple, quand on fait des entretiens avec les élèves, et on en fait beaucoup, un des malentendus qui revient, c'est « Voilà, on me demande de lever la main pour être interrogé. Je lève la main et je ne suis pas interrogé. » Vous voyez, c'est tout bête. Mais du coup, au bout d'un moment, vous avez des gamins qui disent « c'est pas la peine de continuer puisque ça sert à rien ». Et ils se retirent en quelque sorte du jeu scolaire. Vous avez aussi les spécificités des pratiques langagières. Par exemple, l'oral scolaire a tendance à être rabattu sur l'écrit. Voilà, avec les inversions lors des questions, les surnormes, le fait qu'il faut préférer le dialogue avec le maître au dialogue entre élèves. Le fait qu'il faille répondre à des questions
alors que celui qui vous pose la question, connaît mieux les réponses que vous. Vous voyez, vous avez toute une série de choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas. Autre chose qui contribue à l'opacité, c'est le manque de clarté des situations. Voilà, quelles sont les relations entre les exercices, les contenus et les objectifs. Et ça, souvent, c'est pas clair pour un certain nombre d'élèves. Un des exemples qu'on peut prendre, c'est dans les petites classes, vous voyez, il faut remettre des étiquettes avec des mots dans l'ordre. Et globalement, les gamins qui sont en situation de réussite, ils comprennent que ça a à voir avec la lecture ou avec la grammaire. Pour les autres, l'important, c'est d'arriver à remettre dans l'ordre. Donc, du coup, la vie scolaire devient une juxtaposition de situations sans grand sens. Autre chose, c'est l'opacité des contenus. Quel intérêt pour eux, les contenus qu'on leur propose à l'école? Quel est le rapport aux questions qui se posent? Et ça, pour nombre d'élèves, c'est pas clair. De même, je dirais volontiers, on pourrait y revenir, pour les enseignants, c'est pas clair non plus. Vous avez une opacité liée aux disciplines. Qu'est-ce que c'est qu'une discipline? Ça sert à quoi? Comment comprendre, par exemple, certaines discordances entre les disciplines? Par exemple, la description en français, c'est pas la même chose que la description en maths, que la description en histoire, que la description en géographie. Y compris discordance au sein d'une même matière. Par exemple, quand on travaille sur le résumé, sur des textes informatifs, on dit qu'il faut supprimer les éléments secondaires. En revanche, quand on travaille sur un texte littéraire, on dit qu'il n'y a pas d'éléments secondaires. Voilà, il faut que les élèves se débrouillent avec ça. Il y a aussi l'opacité de l'évaluation. C'est-à-dire que pour nombre d'élèves, ils ne comprennent pas les annotations, hein. J'ai travaillé pendant de très longues années avec mes étudiants sur des paquets de copies d'enseignants qui étaient, je le dis vraiment, de bons enseignants dans ma discipline, le français, ma discipline d'origine. Il y avait des annotations que je ne comprenais pas. Donc, comment voulez-vous que les gamins comprennent, voire que les familles comprennent, hein? Et il y a un grand didacticien du français qui s'appelle Jean-François Alté, qui a parlé d'un malentendu communicationnel. C'est-à-dire que, voilà, dans le domaine de l'expression écrite, on demande quelque chose aux élèves et quelle que soit la consigne, ça peut se ramener à imagine quelque chose qui t'intéresse, parle-moi de ta vie, ça m'intéresse. Et à l'arrivée, on ne le corrige pas du tout sur les contenus. On le corrige sur la syntaxe, sur l'orthographe, etc., si vous voulez. Donc, là, vous avez un problème qui fait qu'un certain nombre de gamins se retirent du jeu. On dit que ça va intéresser le prof, finalement, ça ne l'intéresse pas, donc je vais lui donner des trucs bateaux. Et c'est quelque chose de légitime. Je rajouterais volontiers qu'une partie de cette opacité est partagée par les enseignants, hein. C'est-à-dire que les enseignants, par exemple, ne connaissent pas la multiplicité des domaines qui sont amenés à enseigner. Un enseignant de français, puisque vous êtes en français, ne connaît pas forcément aussi bien la littérature, la lecture, l'écriture, la grammaire, l'orthographe aux différents niveaux du cursus. Donc, il n'y a pas forcément cette maîtrise-là. De surcroît, avec des ministères qui changent régulièrement et qui imposent des réformes sans avoir effectué de formation des enseignants auparavant, et de surcroît, il y a une autre opacité, c'est que les enseignants ne connaissent pas les espaces extrascolaires des élèves. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ça se passe dans leur famille, quelle langue ils parlent, quelle situation de lecture ils connaissent, etc. Et de surcroît, vous avez une opacité partagée par les parents. C'est-à-dire,
Ils ne comprennent pas bien, pour un certain nombre d'entre eux, hein, les contenus, les annotations, etc. Ils ne comprennent pas non plus l'orientation. Ils disent quand on est convoqué, on ne sait pas pourquoi. Et là encore, il y a des malentendus. Ils disent, voilà, on nous demande de nous investir dans la vie scolaire, mais on nous demande en même temps de ne pas discuter l'enseignement. Vous voyez, on a là une sorte de paradoxe. Deuxième dimension, c'est l'imposition généralisée. Pour le dire brutalement, dans les fonctionnements scolaires traditionnels, les élèves sont impuissants. Ils sont dépossédés de tout pouvoir sur leur vie. J'avais fait une fois une conférence pour une fédération de parents d'élèves qui avait invité 2 anciens décrocheurs. Et il y en a un qui a dit, eh ben voilà, moi j'ai décroché parce que c'était le seul choix sur lequel j'avais une prise. Bah, quand on arrive à ce que des gamins formulent ça, je trouve que l'échec scolaire, c'est vraiment l'échec de l'école. Vous avez cette imposition, elle est imposée aux enfants et aux parents aussi. J'y reviendrai, mais par exemple, en France, vous avez le fait qu'un certain nombre d'enseignants, quand ils trouvent que les gamins sont trop remuants, disent aux parents, voilà, il faut leur donner tel médicament. Si vous ne leur donnez pas, on fera des signalements. Et donc, c'est un gros risque que l'enfant, dans les milieux de grande pauvreté, soit retiré de leur milieu familial. Donc voilà. J'ai entendu aussi, dans un colloque sur l'éducation nouvelle, une conférencière belge qui travaillait donc dans une association un peu similaire à ATD Quart Monde et qui disait, voilà, les familles de la grande pauvreté ne supportent pas qu'on leur parle d'éducation. Et pourquoi? Parce que quand on parle d'éducation, c'est eux qu'il faut éduquer. Il faut les éduquer, voilà, accompagner leurs enfants. Il faut les éduquer à bien leur donner à manger. Il faut les éduquer à avoir un mode de vie qui soit correct, etc., etc. Donc, c'est toujours eux qu'il faut éduquer et donc, ils ont toujours tort. Vous voyez, c'est un vrai problème. Et donc, on impose aussi des contenus, des disciplines et un rapport à ces contenus, à ces disciplines. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la littérature, ben on impose aux gamins d'aimer la littérature. Le gamin qui, au lycée, dit « je ne peux pas supporter Proust, c'est casse-pied », c'est pas forcément ce qui est bienvenu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut à la fois étudier des auteurs, mais assimiler le rapport qu'on propose à ces auteurs. Vous voyez, ce qui est quand même un problème, avec souvent des textes qui sont tronqués. Hein. Nombre de textes sont tronqués. Voilà, vous prenez les textes de Rabelais, ils sont totalement tronqués parce qu'on élimine tout ce qui est sexualité, tout ce qui est scatologie. Alors que ça fait partie de la culture de l'époque. Vous voyez, un truc comme ça. Y compris, vous prenez des textes de Voltaire, c'est dans Candide, je crois, où il y a l'histoire de la petite vieille. Vous voyez, qui est régulièrement éliminé des classiques parce que justement, c'est un peu trop torride. Donc, hop, on dégage ça, alors qu'il y avait quand même chez Voltaire, c'est une dimension ironique. Et donc, on impose un rapport aux choses. Par exemple, ça amène des élèves dans les entretiens à nous déclarer, voilà, en histoire, c'est simple, il faut apprendre des résumés par cœur sans toujours les comprendre. Et ça revient régulièrement comme réponse. Quand on veut former des citoyens intelligents, critiques, etc., c'est peut-être pas le meilleur moyen. Et puis, on impose des fonctionnements pédagogiques, des cours magistrales, absence de mouvement. Vous vous rendez compte, les gamins, toute la journée, ils ne peuvent pas trop bouger. Les petits, ils rentrent dans l'école le matin, il fait nuit, ils en ressortent, il fait nuit. C'est pas une vie. Nous, déjà, on a du mal à rester une journée sans bouger, sans parler entre nous, sans rigoler un peu.
pour se détendre. Alors, pour des gamins, c'est un peu difficile. Donc, et c'est pour ça qu'un certain nombre, alors je dis pour ceux qui veulent devenir prof de français, qu'un certain nombre de gamins, ils n'aiment pas particulièrement l'écrit et l'écriture, puisqu'on ne bouge pas. Il ne faut pas bouger. Donc, voilà. Ça s'oppose, hein, je signale, à un nombre d'univers familiaux où ça bouge tout le temps. C'est un mouvement continuel. Voilà. On impose encore la compétition. Il faut être en compétition avec les autres. Un temps contraint, vous devez faire ça dans tel temps. Du coup, ce qu'on appelle la lenteur devient un handicap. Ce qui est quand même curieux, hein, parce qu'on peut avoir différents rythmes, etc. Fonctionnement pédagogique, des évaluations incessantes, de plus en plus. En France, il y a un temps incroyable perdu sur les évaluations, temps qui est pris sur les apprentissages. Bon, ouais, je suis content de voir que vous vous ralliez à nos erreurs, c'est bien. Et puis, vous avez aussi des expositions devant les autres. Par exemple, les élèves, un certain nombre d'élèves ne supportent pas de passer au tableau. Alors, notamment en maths, ils disent quand on vous fait passer au tableau en maths alors qu'on ne sait pas, c'est une vraie torture. Alors ça, à chaque fois que je le dis dans une salle, vous voyez, il y a des gens qui hochent la tête. Et ça, c'est effectivement des souvenirs prégnants. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là. On leur impose, plus le milieu est défavorisé, plus on leur impose l'orientation. Et, comme je vous disais, vous avez des menaces. Mais quand je dis ça, je parle bien de l'école en tant que système. C'est-à-dire que l'institution est maltraitante, y compris pour les enseignants. C'est comme dans le domaine de la santé où les soignants disent on est amené à maltraiter les patients parce que l'institution nous maltraite. On n'a plus le temps, on n'a plus les moyens, etc. Troisième mécanisme, ce sont les injustices et les humiliations qui sont très, très nombreuses. Et là, les élèves, ils sont très sensibles. L'injustice est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Je vous rappelle qu'il y a un sociologue très intéressant qui s'appelle Pierre Merle, qui a fait un bouquin qui s'intitule « L'élève humilié ». Et il dit, quand la porte de la classe est fermée, voilà, souvent, l'enseignant est le roi dedans. Et vous avez de multiples formes d'humiliation. Par exemple, les stigmatisations orales et écrites. Mais tu ne sais pas parler, qu'est-ce que tu parles? C'est pas du français. Ça m'a toujours fait rire en tant que prof de français. Quand un prof dit à ses élèves, c'est pas du français. Ah bon? Et c'est quoi? C'est du japonais? Ben non, c'est pas du japonais. Alors c'est quoi? C'est une certaine pratique du français qui peut se discuter en milieu scolaire, qui sans doute doit se discuter à certains moments, mais c'est du français. Il faut être un peu sérieux, ça. Vous avez aussi les cérémoniaux évaluatifs, vous savez, où on commence par les meilleures copies et on finit par les plus mauvaises, ou l'inverse, avec des commentaires ironiques sur les élèves. Voilà, vous avez tout ce qui est ironie. Vous avez le refus de croire les élèves. Par exemple, un gamin qui dit « mais j'ai travaillé, monsieur ». Et non, je ne peux pas te croire avec ce que tu m'as rendu. Ben si, peut-être qu'il a travaillé, le gamin. Eh oui, donc le refus de croire. Vous avez des remarques aussi qui nous sont revenues par les familles, où des enseignants pouvaient dire aux élèves « tu parles comme une vache espagnole ». Vous voyez à quel point c'est dévalorisant. Toute la dévalorisation du milieu familial. Vous voyez, quand on dit voilà, tu ne sais pas parler, en même temps, on dévalorise le milieu familial d'où vient le gamin. Vous avez aussi dans les humiliations ces prédictions défaitistes. Ouais, tu n'y arriveras pas. Non, ça, c'est pas pour toi, quoi. Et puis, vous avez aussi des annotations sur les copies. Nul. C'est lourd hein, quand un élève reçoit nul. Bon, vous avez la culture aussi, ignorée ou dénigrée. On ne se soucie pas de la culture des élèves. On ne cherche pas à la connaître. Donc, ça veut dire qu'on va passer des journées dans une institution donnée avec des gens qui ignorent et qui méprisent votre culture. Ce qui est quand même prodigieux, parce que
quelle que soit leur origine, ben les familles ont une culture qui peut être effectivement tout à fait intéressante et sur laquelle on peut s'appuyer. Hein, par exemple, vous avez, je pense, dans nombre de cultures africaines, vous avez des pratiques, des contes et des récits qui sont des choses passionnantes. Donc, voilà, vous avez quand même là toute une série d'injustices et d'humiliations. À quoi je rajoute de plus en plus l'abandon scolaire, qui peut prendre des tas de formes variées. Par exemple, le prof qui veut à tout prix finir le programme. Moi, je me rappelle, quand j'enseignais au collège, j'avais un collègue prof de maths qui était très estimé par l'institution, qui était sans doute très compétent en mathématiques. À Pâques, il arrivait en salle des profs, il disait, voilà, j'ai fini le programme. C'était à peu près le seul à avoir fini le programme. C'est-à-dire que les gamins étaient en rade, si vous voulez. Ils avaient été abandonnés en chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez classique dans l'enseignement, etc. Vous avez le fait qu'on mette des élèves au fond de la classe et qu'on s'en occupe plus. Vous avez dans certaines classes des élèves qu'on met au fond et puis vont rester au fond, sans stimulation. Vous avez aussi des exclusions temporaires sans rattrapage. On met le gamin à la porte de la classe parce qu'il est énervant pour des tas de raisons, mais on ne donne pas les moyens de rattraper. Il y a un jeune sociologue français qui s'appelle Julien Garrick, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La fabrique quotidienne du décrochage » et qui est très, très intéressant justement, où il montre à quel point le décrochage, l'exclusion de la classe est un phénomène répandu, les différentes formes d'exclusion. Et donc là, c'est quelque chose qui est quand même assez humiliant. Quelles sont les conséquences de cela? C'est un vécu scolaire difficile pour les élèves, malheureux, ennui, désintérêt, insécurité. Ils évitent les prises de risques. Ce que les sociologues appellent des conflits de loyauté entre l'école et leur famille, avec des valeurs différentes. Un vécu difficile aussi pour nombre d'enseignants qui se retrouvent démunis, en proie au mépris social, qui sont de plus en plus déprimés, qui quittent de plus en plus l'enseignement. Bon, oubliez ce que j'ai dit si vous voulez rentrer dans l'enseignement. Hein, il y en a qui s'en sortent. Hein. Et un vécu difficile aussi pour nombre de parents, voilà, qui ont l'impression d'être toujours jugés, de ne jamais faire bien, etc., de n'être pas le parent idéal que l'école attend. Et puis, vous avez des apprentissages empêchés. Voilà, des élèves qui sont bloqués, tellement ils ont peur de ne pas comprendre. Moi, j'ai une étudiante qui a fait une belle thèse, elle s'appelle Oriana Ordonez, sur ce que signifie comprendre pour les élèves dans les différentes disciplines, où elle montre que tous les élèves ont envie de comprendre, mais qu'ils ont très peur. Ils ont très, très peur de ne pas comprendre. Et quand ils ne comprennent pas, ils ont honte. Voilà. Et du coup, ils peuvent s'arrêter. Je ne sais pas si vous connaissez un romancier, un écrivain français qui s'appelle Édouard Louis. Hein, et dans son dernier livre, ou son avant-dernier, sur son frère, donc il vient d'un milieu très très populaire, et son frère s'en est pas sorti, donc son dernier livre s'appelle L'effondrement. Il parle de ce frère, donc qui n'a pas réussi à l'école, et il dit « Il n'avait plus la force de perdre, il recherchait consciemment l'immobilité, parce qu'il avait peur maintenant du futur ou du mouvement, c'est-à-dire du risque de la répétition de l'échec et de la blessure. » Et donc, je crois qu'il faut bouger, il faut penser autrement pour pouvoir agir. D'abord, abandonner l'illusion d'un passé paradisiaque au sein de l'école. Vous savez, ceux qui vous parlent du passé, c'était mieux avant, ils ne vous donnent pas de date. Et pour les historiens, quand on ne sait pas localiser une période, c'est qu'il y a un problème. Et quand on regarde en détail, c'était pas mieux avant. Voilà. Et il y avait en plus des tas de domaines que les élèves ne connaissaient pas.
Il faut aussi renoncer à l'idée de conjonction idéale entre le prof, les élèves, etc. Globalement, ce qui caractérise le rapport entre prof et élève et enseignement et apprentissage, ce sont des disjonctions. Ce n'est pas la même position, ce ne sont pas les mêmes processus, etc. Et donc, une grande partie du travail de l'enseignant consiste à essayer de penser, à réfléchir ces disjonctions et comment les surmonter. D'où, si vous voulez, l'idée de mettre en place des configurations disciplinaires que j'évoquais au début, qui articulent la sécurisation, qui est nécessaire dans les milieux populaires, et la stimulation, qui articule la bienveillance et l'exigence. Il faut, selon moi, que les deux pôles soient présents. Et j'arrive tout doucement vers la fin du temps qui m'était imparti. Donc, je signale simplement 2-3 minutes. Je peux avoir encore 2-3 minutes, ça? Quelques pistes possibles. D'abord, il faut que, à mon avis, que l'enseignant change de posture. C'est-à-dire qu'il considère que tous les élèves peuvent apprendre. Si on ne considère pas ça, bon, c'est un peu difficile de rentrer, à mon avis, dans l'enseignement. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Ça ne veut pas dire qu'ils apprendront de la même manière, mais il faut partir de cette idée-là. Et donc, voilà, qu'on va les accompagner et qu'on va être en quête constante de ce qui peut les aider. Avec quelque chose qui est important, notamment pour les enfants de milieux trop populaires, c'est l'importance de l'accueil. Qu'on sache accueillir et les familles et les élèves. Réduire l'opacité de l'univers scolaire, on en a parlé. Donc, alors quand je disais, excusez-moi, je reviens, changer de posture, le changement de posture de l'enseignement, de l'enseignant, c'est aussi se dire que certes, il peut apprendre des choses aux élèves, que certes, il peut apprendre des choses aux familles, mais qu'il peut aussi apprendre des élèves et qu'il peut aussi apprendre des familles. Et que quand on fait cette démarche-là, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. On découvre des univers, on découvre ce que font les familles. Et dans ces cas-là, les enfants et les familles qui ont le sentiment d'être écoutés, ils auront tendance peut-être à écouter un peu plus certains enseignants. Réduire l'opacité de l'univers scolaire, réduire l'imposition. Réduire l'imposition, on a une marge, c'est-à-dire que je peux donner un contrôle avec 20 questions. Je peux dire aux élèves, voilà, vous en choisissez 10 dedans. Sur le mode de présentation, les laisser libres. Leur donner la possibilité d'avoir un temps différencié. Ça permet la diversité des parcours. Aussi, ce que font certaines pédagogies différentes, avoir des conseils d'élèves, où les élèves peuvent réfléchir à la vie scolaire, à ce qu'ils souhaitent. Bien sûr, bannir les injustices et les humiliations, et puis essayer de modifier les stratégies évaluatives. Voilà, essayer de sécuriser. L'évaluation, ce n'est pas un moment où on doit trembler. Il n'y a aucune raison quand on est au sein de l'école. C'est un moment où on doit pouvoir faire le point tranquillement, ensemble. Plus vous mettrez les gens dans une situation de stress, plus vous créerez les conditions pour qu'ils se cassent la figure. Réfléchir avec eux sur leurs erreurs. Globalement, les élèves ne sont pas plus fous que nous. Donc, quand ils commettent des erreurs, il y a une logique. Juste, je vais vous donner un exemple classique en orthographe. Un gamin qui écrivait « Le plafond s'émiette », ENT. Et donc, on lui dit « Mais pourquoi t'écris avec ENT, quoi ?» Il me dit si c'est miettes, c'est qu'il y a beaucoup de miettes, donc c'est le pluriel. Vous voyez, c'est une logique sémantique. Ce qui n'est pas absurde lorsqu'on s'aperçoit que la grammaire scolaire est à cheval entre une logique structurale et une logique sémantique. Mais aussi, dans les stratégies évaluatives, donner la possibilité de reprendre son travail.
que ce ne soit pas un coup près définitif. Et puis, aller vers l'auto-évaluation. Et ça, j'insiste, c'est ça l'important finalement. Une compétence, c'est une capacité à faire, mais aussi une capacité à analyser ce faire. Et donc prendre tous les moyens pour que les élèves arrivent à analyser ce qu'ils font d'intéressant et quelles sont leurs limites. C'est une des différences, par exemple, dans certaines écoles qui pratiquent la pédagogie alternative qu'on avait vue, où on avait des élèves qui étaient capables d'analyser leur production de manière fine en disant, bah ouais, là je trouve que ça, je l'ai bien réussi. Mais en revanche, ça, je ne l'ai pas très bien réussi. Alors que dans des classes qui travaillaient de manière plus classique, les gamins, ils disaient, ouais, c'est bien. D'ailleurs, mon copain, il trouve que c'est bien. Ou alors, non, bah, tout est raté comme à chaque fois. Vous voyez? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Dernier point, et puis je m'arrêterai là-dessus pour laisser le temps de la discussion, si vous le souhaitez, c'est concevoir que les apprentissages, ce n'est pas technique simplement. Ça, c'est une erreur. Aucun apprentissage n'est technique. Les apprentissages relèvent de l'acculturation. Lire et écrire, ce n'est pas simplement de la technique. À l'école, on apprend à lire telle chose, de telle manière, dans telle situation, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec les situations quotidiennes. Et si on n'a pas en tête que se jouent justement des changements d'univers culturel, à mon sens, on ne se donne pas les moyens de comprendre un certain nombre de blocages, notamment d'élèves issus de milieux défavorisés. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. J'ai pris un peu plus de temps, j'en suis désolé, mais voilà. Parfait, un tout grand merci, Yves. Nous avons depuis quelques jours une nouvelle ministre de l'Éducation au Québec, et puis je me dis que ce serait un beau défi de lui envoyer l'enregistrement de la conférence, parce qu'il paraît qu'elle est occupée d'être dans une phase où elle essaie de prendre connaissance de ses dossiers et de ses priorités. Je crois que ça pourrait nourrir sa réflexion, mais ça a certainement nourri aussi celle des personnes qui viennent t'entendre. Alors peut-être d'abord dans la salle ici, s'il y a des gens qui veulent réagir, vous inviter à aller un peu plus loin sur certains éléments qui ont été abordés. Et puis, on va aussi laisser la parole aux personnes à distance, avec la petite restriction, c'est que l'infrastructure technique ici dans la salle ne permettrait pas de vous entendre à distance. On va vous demander si vous voulez bien utiliser le clavardage pour indiquer vos réactions, vos commentaires, vos questions. Bien. À la fois comme enseignant de français, comme formateur de futurs enseignants, et on va devoir quitter dans quelques minutes, là, soyez pas inquiets, on se lève dans 5 minutes, mais aussi comme père de famille. Hein. Puis, j'ai 3 enfants, mais en gros, quand même, là, quand je revois les 3 mots-clés, les 4e avec l'humiliation aussi, mais opacité, imposition, injustice, humiliation, tu sais, bon, là, c'est une réaction à chaud, là, mais j'ai quasiment l'impression qu'on aurait pu entendre le même discours pour un univers carcéral. Tu sais, en prison, c'est opaque, c'est imposition, c'est injustice, et donc, moi, je ne souhaite pas que mes enfants finissent en prison, mais quand même, déjà depuis 10 ans, en quelque sorte, je les envoie dans un univers qui est quand même assez cadrant, puis un système qui n'est peut-être pas là pour leur plein d'établissement, en quelque sorte. C'est un défi, vous l'avez dit, M. Lepère, mais c'est un défi de système, parce que les individus qui sont dans le système, on y participe tous. En un sens, on ne souhaite pas être en opacité, en imposition, en injustice. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très difficile à faire changer. Et une des clés que j'explore depuis quelques années, c'est tout le chantier de l'évaluation des apprentissages qui est souvent au cœur même de l'opacité de l'imposition et finalement des injustices et des humiliations. Donc, ce n'est pas tant de questions, mais peut-être les liens entre l'école et un autre système qui pourrait être quasiment celui carcéral, là, ce qui n'est pas nécessairement reluisant pour l'école. L'école québécoise n'est pas mieux que l'école française. Ah, OK, non, de ça. En fait, je ferai appel à votre expérience et à votre regard depuis plusieurs années. J'ai l'impression, malgré tout,
Oui, il y a certains éléments de votre présentation qu'on aurait pu utiliser ou on aurait pu refaire une présentation il y a 30 ou il y a 40 ans. Mais somme toute, est-ce que sur un temps long, vous observez quand même un assouplissement dans l'imposition, un assouplissement des humiliations, compte tenu des avancées en didactique et en pédagogie, parce que c'est quand même une science relativement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. S'il n'y avait pas de changement, on dirait depuis l'histoire du Christ que tout est pareil. Donc, est-ce que vous avez pu observer dans le système scolaire français, dans votre cas, peut-être francophone, un certain assouplissement? Oui. Alors, je vais rebondir sur vos deux remarques justifiées. Oui, les institutions ont à voir entre elles. Hein, vous avez un historien sociologue qui s'appelle Guy Vincent, qui a avancé un concept, celui de forme scolaire, hein, et qui montre bien comment ça fonctionne. Et on retrouve ce que je vous ai dit. Les institutions dans une société, de leur première mission, c'est de reproduire et de formater. Donc, effectivement, ils vont fonctionner avec l'imposition. Alors, avec des variantes, hein. Effectivement, on n'est pas en prison. Et ça a évolué, parce qu'y compris les prisons, maintenant, c'est plus le bail d'avant, par exemple. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des variations, y compris dans les fonctionnements classiques selon les maîtres. Vous avez des maîtres, même dans des fonctionnements classiques, qui sont attentifs aux élèves, qui essayent de faire que ça se passe bien, qui les écoutent, etc. Donc, il ne faut pas condamner ça. C'est très variable selon les pédagogies. Et ça a été un des grands acquis de nos recherches de ces dernières années, de voir comment dans certaines pédagogies qu'on appelle alternatives, les gamins se sentaient mieux et apprenaient mieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais on a en France des structures qui s'appellent des structures de retour à l'école pour les décrocheurs ou des choses comme ça. Elles s'inspirent beaucoup de ces pédagogies différentes, d'élèves qui ont été qui n'arrivaient plus à fonctionner dans les structures traditionnelles. Alors, ça varie aussi dans le temps. Vous avez raison. Par exemple, il y a beaucoup moins de châtiments physiques. Sauf si on va dans l'enseignement privé catholique avec tous les scandales qu'on a découverts en France. Hein. Ça représente quand même une frange non négligeable de l'enseignement et sur quelques décennies, des gamins qui sont faits massacrer physiquement, sexuellement, etc. Même si globalement, effectivement, vous avez raison, il y a une évolution. Or, jusqu'où? Je ne sais pas jusqu'où. Parce que, certes, il y a des avancées en didactique et en pédagogie, mais ça passe finalement assez peu, au moins en France, hein, dans la formation des maîtres. Et par exemple, en France, les instructions officielles de 1922 reprenaient pas mal d'éléments de la pédagogie Freinet qui ont disparu, effectivement, par la suite. Et le gros problème de l'école, au moins en France à l'heure actuelle, c'est que les ministres qui changent assez régulièrement, hein, depuis sous la présidence Macron, on doit en être à notre 7e ministre. Donc vous voyez, chacun pensant connaître quelque chose et n'y connaissant rien, et imposant une réforme différente de la précédente, sans avoir pris le temps de l'évaluer. Et le gros problème, du coup, de ces gens-là, en fonction de ce qu'ils sont, c'est de se faire réélire et de donner des gages à leur électorat. Or, il se trouve qu'en France, à l'heure actuelle, c'est plutôt des ministres de droite et donc un électorat traditionnaliste sur différents points. Donc, ce qui fait que les avancées pédagogiques et didactiques sont quelque peu en stand-by. Même si, effectivement, normalement, on tape moins avec un bâton sur les élèves, ce dont je me réjouis. Et s'il y a quand même des choses qui passent, si vous voulez. Mais alors, parfois de manière un peu discutable. Vous voyez, on parle de la bienveillance, mais comme quelque chose d'un peu mou. Et pas comme un principe qui s'articule avec l'exigence, quoi, et qui doit être construit. Donc voilà ce que je vous répondrai. Mais ça se discute. Hein.
Merci aux étudiants qui nous ont rejoints. Oui, merci aussi. Est-ce qu'il y a envie de conjuguer nous, en tant qu'étudiants dans la classe, faire une expérience positive, essayer de communication, de faire attention que les élèves se sentent bien et acceptés, alors que parfois, le peut juste enlever tous nos progrès qu'on peut faire dans la classe en tant que Alors, c'est-à-dire, attendez, que je sois sûr d'avoir bien compris, c'est-à-dire que vous avez l'impression à certains moments que le milieu s'oppose à votre action. Eh bien oui, mais c'est le point de départ. On a effectivement des tensions entre certains milieux, pas forcément les plus pauvres d'ailleurs. Hein, parce que les plus aisés, ils pensent tout savoir sur l'enseignement et l'éducation et ils viennent ennuyer les enseignants. Mais on a des tensions. Donc ça, c'est un point de départ. Hein. Donc le problème, c'est comment on travaille ça pour rendre ça vivable et pas contradictoire. Et du coup, on s'aperçoit, et c'est une chose très intéressante dans les pédagogies alternatives, alors que les didacticiens ne se sont pas tellement penchés là-dessus, que comment on va faire pour impliquer les familles, faire en sorte qu'on se comprenne mieux et en quelque sorte qu'on tire dans le même sens. Vous avez un sociologue qui a travaillé sur les milieux de grande pauvreté qui parle, il va plus loin que la notion d'alliance, il parle de l'enveloppement. Il dit qu'il faut arriver à avoir un enveloppement bienveillant à la fois de la famille et de l'école autour du gamin et qui sentent qu'on avance effectivement de concert. Mais effectivement, vous avez raison, c'est un point de départ. Rien n'est joué d'avance. C'est ce qui fait la difficulté du métier, c'est ce qui fait son intérêt aussi, je crois. Je vous en prie. Merci. Je vais t'entendre un petit peu plus sur deux points qui sont abordés aussi dans l'ouvrage, qui peuvent être parfois perçus aussi comme peut-être des points de tension autour de cette question du rapport au contenu. C'est d'une part ce que tu pointes comme étant la réflexion sur la fonctionnalité des contenus et d'autre part la réflexion sur la dimension socio-culturelle. Qu'on pourrait percevoir parfois en tension, en disant est-ce qu'on... Oui, alors globalement, tout contenu a des dimensions socio-culturelles. Hein. Voilà. Ça apparaît plus nettement quand on regarde les manuels du passé. Hein. C'est évident. Mais je pense que les générations qui vont nous suivre, quand ils vont regarder un certain nombre de manuels qu'on a, ils vont s'apercevoir quand même qu'il y a des problèmes. Hein. Dans mon bouquin, j'explique que, par exemple, il a fallu, et c'est pas encore établi, attendre très très longtemps pour qu'on évoque le massacre des Algériens à Paris en 61 pendant la guerre d'Algérie. Hein. Il a fallu attendre cette dernière décennie pour qu'un manuel de sciences parle vraiment du clitoris. Ça n'existait pas. C'est un truc. Les discours étaient souvent très genrés hein, quand on regarde les exercices. Donc, ce sont des contenus socioculturels. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, je crois, que la société, les enseignants se penchent là-dessus pour voir jusqu'où les contenus sont acceptables, à partir de quel moment ils deviennent clivants et inacceptables. Comme les représentations des races dans les anciens manuels scolaires, qui sont quelque part hallucinantes. Hein. Donc, effectivement, il faut travailler dessus et voilà. Et la fonctionnalité des contenus, je trouve que c'est une vraie question. C'est-à-dire que le nombre de gamins, ils ne voient pas. Et vous avez des enseignants qui disent « tu verras plus tard ». En même temps, ce n'est pas très motivant de dire « tu verras plus tard ». Donc, le problème, c'est de travailler avec eux là-dessus. C'est de se dire qu'effectivement, ce n'est pas de l'ordre de l'évidence. Donc, on va travailler là-dessus pour voir en quoi ça peut être fonctionnel par rapport à leur vie extrascolaire actuelle, par rapport à leur vie scolaire actuelle,
par rapport à leur vie scolaire future, par rapport à leur vie extrascolaire future. Et ça, à mon avis, c'est un travail collectif à faire pour qu'ils aient justement pas l'impression de contenus qui leur sont imposés et qui n'ont pas de fonctionnalité. Et je crois que quand on effectue ce travail, c'est pas miraculeux, hein, il ne faut pas rêver, il n'y a rien de miraculeux, mais ça peut faire bouger des choses, ça peut faire réfléchir et ça engendre des discussions entre les élèves et c'est quelque chose qui est effectivement intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'on a des réactions? Non, c'est bon, on est très attentif. Bon. Est-ce que tu as vu Sébastien? Alors, bon, je vous la lis. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle conférence très intéressante. Voici mon questionnement. Avez-vous envisagé l'hypothèse de l'enfant roi ici au Québec? Aujourd'hui, on parle même de l'enfant Dieu qui refuse que l'on remette en question sa parole, laissant les enseignants souvent démunis face à ce type d'élèves. Le décrochage scolaire touche également ces jeunes, même s'ils proviennent de milieux défavorisés. Une autre hypothèse, peut-être qu'on peut le dire favorisé, je ne sais pas. Une autre hypothèse à considérer concerne les réseaux sociaux qui ont profondément modifié la disponibilité des élèves en classe et impactent particulièrement leur apprentissage. Ils sont des candidats au décrochage. Ici, Nadia Chériafou, bibliothécaire dans un centre de services ici. Alors, c'est vrai qu'en France, on connaît aussi ce questionnement autour de l'enfant roi dans certaines familles, quel que soit le milieu d'ailleurs. Donc, effectivement, là encore, c'est un problème. Et l'école est en droit d'imposer des règles et des limites dans les fonctionnements, pour peu que ce soit aussi quelque chose qui soit explicité, qui soit discuté. Et c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant dans certaines pédagogies différentes, c'est que ça puisse être discuté collectivement par les élèves, soit en conseil, soit dans ce qu'on appelle les discussions à visée philosophique. Et on s'aperçoit que dans ces cas-là, ça peut faire bouger des choses parce que vous avez nombre de gamins qui ne sont pas satisfaits quand ils voient les fonctionnements d'un enfant roi. Sur les réseaux sociaux, ben voilà, il va falloir faire avec, mais là aussi, sans doute, trouver des moyens. Alors, c'est de plus en plus, on essaye de mettre en place, c'est pas facile dans les établissements scolaires en France, l'interdiction du portable au sein de l'enceinte scolaire. C'est installé ici à cette rentrée au Québec. Oui, c'est ça. Après, il y a effectivement tout ce qui est de l'ordre des discussions avec les familles, tout ce qui est de l'ordre des discussions entre les élèves. Il y a ce qui est de l'ordre aussi du pouvoir politique qui peut intervenir sur le fonctionnement de certains réseaux. Et voilà, alors je me permets simplement de rappeler que historiquement, quand la télévision est rentrée dans les foyers, il y a eu les mêmes discussions et le fait que voilà, ça pouvait entraîner les trucs. Et on n'a pas trouvé à l'heure actuelle, du moins alors, dans les études que je connais, de lien particulièrement évident et direct entre l'usage des réseaux et le décrochage. Voilà. Alors après, c'est ouvert, hein, il va y avoir d'autres recherches et puis on verra. Mais encore une fois, on peut construire des règles de fonctionnement scolaire, mais les construire avec les familles, avec les élèves, etc. Voilà, j'espère avoir un peu répondu à votre question. Merci.